Bonsoir à tous, bienvenue. Je tiens à vous remercier de nombreux ce soir, près de Bruxelles. Nous en sommes à notre deuxième conférence, donc j'espère qu'elle se passera encore mieux que la première. Certains d'ailleurs, j'ai repéré, étaient là en Suisse, sont revenus en Belgique, donc on n'a pas dû dire trop de bêtises puisqu'ils sont là 2 fois. Écoutez, on va essayer de faire une conférence sur un mode très interactif, donc surtout n'hésitez pas à poser des questions, surtout n'hésitez pas à intervenir pendant toute la durée de la conférence. Alors, on va diviser cette conférence en 3 parties. La première sur les QE et les quantitative easing et tout ce que nos chers dirigeants mettent en place pour nous faire croire que tout va bien. Et puis la deuxième partie qui sera plutôt centrée sur l'énergie, sur le pétrole. Et on a un de nos intervenants qui vient d'arriver, Christine Jacobsen, et qui vous parlera de ses prévisions pour l'année à venir. On remercie notre partenaire Saxo Bank, dont les représentants sont là-haut, pour nous avoir aidé à organiser cette conférence. Voilà, alors c'est nous qui débutons, donc on a été tirés au sort, c'est nous qui avons débuté. On ne va pas vous chanter une chanson, on n'est pas un boys band, ne croyez pas que parce qu'on est que 4 garçons ou 5 garçons, on va vous danser quelque chose. On n'a pas prévu de chorégraphie. Simplement, on va essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe et vous donner quelques pistes pour pouvoir ne pas avaler tout rond tout ce qu'on vous raconte à longueur de journée. Il y a eu une forte accélération, je trouve, sur le début de l'année. L'année 2014 s'est passée plutôt sans saveur et sans piment. L'année 2015, en revanche, a débuté de façon intéressante et je trouve qu'il y a eu quelques grandes leçons que les gens seraient bien inspirés de retenir, notamment avec ce qui s'est passé par exemple en Suisse, mais il y en a eu d'autres depuis le début de l'année et on va essayer de vous expliquer quelques scénarios possibles pour 2015. Tu veux commencer ou... On va commencer par dire effectivement quelques mots de l'événement, de ce basculement, ce coup de bazooka, ce méga shoot monétaire qu'on nous annonçait donc il y a maintenant une semaine, jour pour jour, le fameux quantitative easing, dont on nous explique, comme ceux qui ont été mis en place bien avant par la Banque centrale du Japon et par la Fed, que tout cela est destiné à ruisseler gentiment des spécialistes des valeurs du Trésor jusque vers le contribuable qui n'en peut plus. Mais le principe, donc vous le connaissez, on vous le répète à chaque fois ça ne donne pas les résultats annoncés, mais ça n'empêche pas de recommencer évidemment la même expérience. C'est la fameuse expérience effectivement de la pyramide de coupe, dont la première a la particularité d'avoir des parois élastiques, c'est-à-dire que les banques centrales déversent de l'argent dans la première coupe qui est en fait les spécialistes de valeurs du Trésor, qui captent cet argent et ensuite le répartissent à ceux qui leur semblent peut-être les plus méritants
Cet argent, évidemment, ne descend jamais jusqu'à l'entreprise un petit peu à court de trésorerie, et encore moins jusqu'aux particuliers qui a des fins de mois difficiles. Alors pourquoi un quantitative easing de 1140 milliards d'euros? Bon, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres, puisque de toute façon, on nous explique que c'est open-end, et que 1140, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il pourrait y avoir plus d'argent à la sortie. Mais pourquoi 1140 milliards? Tout simplement pour créer ce fameux effet de sidération. On attendait au mieux 1000 milliards pour renouer avec le détail de bilan de la BCE à mars 2012. Donc, étant donné qu'on a un bilan aujourd'hui qui est retombé aux alentours de 350 à 400 milliards, on devait donc réinjecter 650. C'est probablement le calcul que la Banque nationale suisse avait fait. Si la BCE déversait, mettons, entre 40 et 45 milliards d'euros par mois, ça équivalait grosso modo à ce que la Banque centrale du Japon déverse elle aussi chaque mois. Si on déversait 650 milliards, eh bien ça ne représentait pas grand-chose en fait. Puisqu'on a le LTRO, les deux LTRO de décembre 2011 et février 2012, il reste un reliquat de 350 milliards qu'il faut rouler. Donc il fallait bien remettre au bout 350 milliards, que vous retranchez des 1140. Vous avez ensuite, eh bien, maintenant ce que la Banque centrale suisse a ramassé depuis septembre, le 6 septembre 2011, on estime qu'ils en sont entre 260 et 280 milliards de dettes souveraines européennes, avec majoritairement des OAT françaises, mais il y a quand même un petit peu, il faut faire plaisir à tout le monde, du bonus espagnol, du BTP italien, sur lequel d'ailleurs la Suisse va pouvoir matérialiser des plus-values absolument phénoménales, puisque en fait, depuis 2011, BTP et bonus ont pris pratiquement 60%. 60%, oui, parce que on est parti de 6,90 sur les bonus et les BTP donc en octobre-novembre 2011, on est arrivé aujourd'hui à 130, à 150, 1,30, 1,50. 150 points, on en a donc perdu 550 sur les bonus. Imaginez la plus-value symétrique sur la valeur nominale sous-jacente. Donc la Banque suisse a perdu certes instantanément 38 milliards le 15 janvier, mais sa réserve de plus-value, elle reste quand même très confortable. Bien sûr, 200 milliards probablement seront revendus par la Banque centrale suisse au fil de l'eau, qui se rajoute aux 350 milliards à rouler, c'est déjà 550 milliards. Résultat des courses, il reste en fait pour ce quantitative easing 600 milliards d'injections réelles qui vont servir en grande partie là aussi à payer les banques centrales européennes qui ont acheté, parce qu'elles étaient obligées, qui ont été obligées d'acheter, et bien de soutenir les bonus, les BTP, le 10 ans portugais, etc. Donc quand on regarde ce qui va être injecté réellement, ça va quand même pas on va dire, changer la face du monde, mais les marchés se sont évidemment complètement emballés et ont enregistré, vous l'avez constaté, depuis le 12-13 janvier dernier, et bien, la bagatelle, je crois, de 13 séances de hausse sur 16, pour un cumul de gains de 12% pour le DAX, de 13% pour le CAC 40, ce qui constitue en fait la plus forte hausse en nombre de points, aussi bien pour le DAX que pour le CAC 40. Donc ça, c'est pour clouer un peu le bec. Et là, je le bats ma coupe aussi. J'avais pensé qu'avec un CAC 40 de 4005, on avait intégré ce quantitative easing dans les scénarios, donc le fameux effet de fait accompli. Je me suis planté. Donc le CAC 40 a pris 170, 180 points de plus, mais ces 180 points de plus, c'est simplement les 140 milliards d'euros en plus par rapport aux prévisions. Donc, bon, bah, qu'est-ce que c'est finalement? On a actualisé ce surplus et on l'a projeté sur 3 ou 4% de plus sur le CAC 40. Alors, avant de céder la parole à Olivier, vous entendez tous parler depuis maintenant une dizaine de jours de ce fameux alignement
des planètes. C'est fabuleux. Notre sphère financière, aujourd'hui, bénéficie de cet aliment des planètes. Tout le monde vous parle d'aliments des planètes. On sait tous que des aliments de planètes produisent des résultats merveilleux. Toutes les personnes qui jouent au loto boursier gagnent le gros lot, naturellement. Le chômeur de longue durée se retrouve avec un poste de direction et un jet privé intérieur cuir. Le standard de Liège, Martin Buquet dans l'Antespa. Bref, vous avez toujours des résultats phénoménaux. Alors, ce fameux aliment des planètes, nous n'allons pas être les seuls à en parler, bien sûr, c'est évidemment les injections des banques centrales, c'est des taux évidemment plus que bas, puisqu'ils deviennent négatifs maintenant. 23% des émissions en Europe offrent des rendements négatifs, 73% des émissions allemandes, 73% de l'encours des dettes allemandes offrent un rendement négatif. Vous avez le pétrole pas cher, donc ça, il ne faut vraiment pas s'en faire, ça n'aura aucune conséquence négative sur le high yield, naturellement. Et vous avez enfin une Chine qui connaît une nouvelle normalité, cette nouvelle normalité consistant à perdre 0,4 à 0,5 points de croissance chaque année. Et naturellement, cette nouvelle normalité ne peut en aucun cas déboucher sur une explosion de leur gigantesque bulle de subprime qui sont stockés dans le shadow banking. Voilà. Donc on a un alignement de planètes et rien de fâcheux ne saurait arriver. Alors pourquoi ne risque-t-on rien? Ce qui est assez intéressant, on va procéder par élimination. C'est-à-dire que, vous savez qu'on nous a toujours raconté de belles histoires qui pouvaient soutenir la bourse. Alors au départ, c'était les quantitative easing, ensuite on nous a dit que la Chine allait nous soutenir, que la reprise au Japon avec les Abenomics allait aussi nous soutenir, ensuite on nous a dit que ça y est, l'Espagne était repartie, que la Grèce faisait de la croissance, que l'Europe entière allait nous sauver, que le body language de Madame Yellen allait aussi nous sauver, que la baisse du pétrole allait nous sauver, que la baisse de l'euro allait nous sauver. Et tout ça, malheureusement, est contrarié, alors depuis plus ou moins longtemps, la Chine étant la dernière expérience malheureuse avec oula, la Chine étant la dernière expérience. Alors la Chine, c'est assez amusant, parce que ça fait longtemps que je dis qu'ils ont à peu près la moitié de la croissance qu'ils nous annoncent, et semble-t-il, quand on regarde le Baltic Dry Index, quand on regarde l'ARPEX, quand on regarde beaucoup d'indicateurs comme ça, quand on s'aperçoit qu'ils nous annoncent un bond des exportations, mais que pas de bol, on ne le retrouve pas dans les importations des pays dans lesquels ils exportent, que les matières premières, l'acier, le cuivre, tout ça se retrouve sur des planchers, qu'on a une consommation électrique qui s'effondre. On peut se poser quand même des questions sur la croissance chinoise. Alors la croissance chinoise, pour moi, si elle fait 3,5, c'est un grand maximum. Donc ne cherchez pas les 7, et les 3,5, je vous rappelle que, 1, ça ne suffit pas à calmer les gens qui viennent en ville et des campagnes et qui déboulent dans les villes, et que ça ne suffit pas non plus à relancer la croissance mondiale. Donc la Chine, vous pouvez malheureusement faire une croix dessus, c'est pas ça qui va relancer la croissance mondiale. Vous avez le Japon, vous pouvez dire merci à M. Abe. M. Abe a fait ce qu'il fallait pour faire harakiri au Japon. Il a débarqué avec ses Abenomics, que j'avais appelé en son temps le Tanabe, parce qu'il euthanasiait gentiment le Japon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui était prévisible, c'est que quand vous faites baisser chuter votre monnaie, comme il l'a fait, vous créez de l'inflation des coûts,
des coûts de vie des gens, hein, c'est-à-dire le logement, on dit, l'électricité, le prix de l'énergie, le prix des matières premières alimentaires pour les Japonais, et les Japonais qui, je vous rappelle, sont vieux, très très vieux. Hein, je vous rappelle les projections. Les projections sont qu'aujourd'hui, vous avez 126 millions de Japonais, et entre 2050 et 2060, il ne devrait plus être que 80 millions. Ça fait un tiers de la population en moins. Donc, ces gens-là, évidemment, il y a un fort pourcentage de la population qui a au-dessus de 65 ans, qui ne travaille plus, donc qui est incapable de refaire son épargne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils n'ont plus d'épargne, c'est fini. Game over. Donc, le Japon, qui devait, soi-disant, repartir, on s'aperçoit que le déficit du commerce extérieur ne cesse de se creuser, et que donc ils ont un gros problème. Je vous rappelle qu'ils sont endettés à 230-250%, qui vont faire 7 à 10% de déficit budgétaire par an. Donc le moyen de s'en sortir me paraît compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus qu'un seul acheteur de dette japonaise, c'est qui? C'est, pour ceux qui ont suivi, la BOJ. Ce ne sont plus les Japonais, puisqu'ils n'ont plus d'épargne financière, et ce ne sont en aucun cas les étrangers, parce que je vous rappelle que le taux d'intérêt pour les obligations japonaises à 10 ans est de 0,27, ce qui fait court. Hein, pour un investisseur international, sachant qu'il ne va pas se faire rembourser, je ne le vois pas placer son argent à 0,27%. Donc Japon, plié. Les États-Unis, le fameux QE américain et le fameux body language de Madame Yellen. C'est pas merveilleux. Alors on a injecté, on a un bilan de la Fed. Je ne crois pas qu'on ait le graphique, mais c'est assez impressionnant. Vous mettez le bilan de la Fed et vous mettez le Standard & Poor's. C'est la même chose. D'accord? Donc comment le marché américain a monté? Il a monté tout simplement parce qu'on a mis de la monnaie sur la table. Alors, est-ce que ça a apporté de la croissance? Depuis 2009, donc depuis les quantitative easing successifs américains, on a fait une croissance du PIB américain de 1500 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'on a fait comme dette? 7500 milliards de dollars. Alors ça dit ça un jour à un entrepreneur qui doit mettre 7500 pour avoir 1500. Je ne suis pas sûr qu'il continue très longtemps à ce rythme-là. Alors, c'est une fausse croissance, c'est une croissance illusoire. Ils n'ont pas gagné d'emplois. Le peu d'emplois qu'ils ont créé, ils l'ont créé, c'est vrai. Et notamment d'ailleurs, on en reparlera, mais dans les régions pétrolières, pétrole de schiste et parapétrolier, c'est vrai, ils ont créé des emplois. Seulement, n'oubliez jamais que vous avez 1 million de plus d'Américains tous les 4 mois. D'accord? Cela, on n'entend jamais. Hein. Alors, on crie victoire parce que tout d'un coup, on a embauché 200 000 personnes et on se tape sur le ventre en disant ça y est, c'est reparti. Non, c'est pas reparti. Vous avez l'essentiel de la baisse du taux de chômage qui est due à la baisse du taux de participation à la population active. Alors c'est purement mécanique, c'est purement une petite équation mathématique, je vous rassure, c'est pas très compliqué, c'est une soustraction et une division, donc c'est à la portée de tout le monde. Et si vous reprenez les choses un petit peu plus détaillées, vous apercevez que depuis la crise, en fait, on n'a pas créé tant d'emplois que ça. On est aujourd'hui sur un taux de chômage qui est probablement plus proche, le vrai taux de chômage, plus proche d'un chiffre compris entre 18 et 20%, pour un pays aussi dynamique que les États-Unis, est franchement une grande victoire. Et que dans les emplois créés, malheureusement, ce sont des emplois
on va dire, bas de gamme, mal payé, et souvent à mi-temps, ou en tout cas pas à plein temps. Donc, la reprise américaine est à moduler, et d'autant plus à moduler qu'aujourd'hui, nous avons le petit problème dont on va vous parler après, qui est la baisse du pétrole, ce qui va entraîner pas mal de choses. D'abord, des licenciements dans ce secteur-là, mais il ne faut pas oublier que autant on pouvait se réjouir que les Américains soient indépendants énergétiquement, autant maintenant, on s'en réjouit beaucoup moins. Pourquoi? Tout simplement parce que le pétrole de schiste va avoir, en plus de ce qu'on vous dit, c'est-à-dire on vous dit c'est génial pour la consommation, ça rend de l'argent aux consommateurs, très bien, c'est vrai. Ce qu'on oublie de dire, c'est que vous avez pas mal de gens qui vont faire leur boulot, qui travaillaient directement pour le pétrole de schiste ou indirectement pour le pétrole de schiste, que ces boîtes-là sont très endettées, qu'elles vont toutes sauter, et que les banquiers qui leur ont prêté vont sauter aussi. Donc ça va faire du monde en moins, et ça va faire du PIB en moins. Je vous rappelle qu'une bonne partie des investissements dans ces boîtes-là rentraient dans les CAPEX, donc dans l'investissement qui est calculé dans le PIB, et donc vous allez avoir un sérieux atout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 5% qu'on vous a publiés sur le 3e trimestre, n'attendez pas que ce soit 5, ça sera publié demain d'ailleurs sur le 4e, n'attendez pas que ce soit 5, et le 5 en question, vous retirez les dépenses dans la défense, vous retirez les stocks et vous retirez les dépenses de santé, pardon, qui, à cause d'Obamacare, qui sont des dépenses obligatoires, et donc vous vous retrouvez avec un PIB qui était plus proche de 2 que de 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, ils ont repris une faible croissance qui est due simplement à une poursuite d'un endettement faramineux, et que cette croissance est probablement quelque chose qui est autour de entre 1,5 et 2. Et entre 1,5 et 2, ça ne suffit ni à rembourser les emprunts, ni à créer de l'emploi. Et on ne peut pas dire que si on continue avec du 1,5% de croissance et avec du 6 ou 7% de dette, vous allez très vite arriver à une limite. Alors je trouve la grande leçon qu'il y a eu il y a quelques jours, qui nous a été apportée par nos amis suisses, c'est que non, les banquiers centraux ne sont pas des dieux. Hein, toute la finance qui se tarde de regarder le body language de Madame Yellen pensait que les banquiers centraux étaient des dieux. Comment ça? Non. Des dieux blasphème? Mais oui, je blasphème. Penser que les banquiers centraux étaient des dieux, ce ne sont pas des dieux. Ils font des erreurs, et des erreurs monumentales. Parce que l'erreur de payer le franc suisse à l'euro est pas. Voilà. On aurait pu l'accepter d'un gamin de 20 ans à peine rentré à l'université, on ne peut pas l'accepter de quelqu'un qui a un peu de bouteille. Ça n'a jamais marché. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas contrarier sur le long terme la valeur, quelle que soit d'ailleurs la valeur, vous ne pouvez pas la contrarier sur le long terme. Ça vous demande beaucoup d'énergie, et ça, le patron de la BNS l'a appris à ses dépens. Et la deuxième grosse leçon, c'est qu'une banque centrale a des limites. La limite pour la banque centrale, pour la BNS, c'était quoi? C'était 100% du PIB. Alors, contrairement à ce que aussi là beaucoup pensent, hein, qui se disent finalement on peut créer de la monnaie comme ça à l'infini,
on peut avoir un bilan, pourquoi pas, à 100%, à 200%, ben non, ça ne marche pas. Il faut quand même se souvenir qu'à chaque fois que vous avez de la création de monnaie, vous avez des conséquences et vous avez une contrepartie. Et la contrepartie, c'est vous qui la payez. C'est une dette sur votre tête. Donc, ne l'oubliez jamais, l'État, c'est pas un petit Chinois qui sort son chéquier, c'est vous. Pas de bol. Je pense que c'est les deux grandes leçons ce début d'année. Et pour fêter un QE qui ne marche pas et le ralentissement de la croissance mondiale, qu'est-ce que fait M. Draghi? Ben, il remet un peu de QE, ça a tellement bien marché dans les autres pays qu'il ne faut surtout pas le gêner. Et qu'est-ce que font les marchés? Ben, ils se réjouissent du QE, puisque on a bien vu que ça ne fonctionnait que pour eux. D'accord? Les marchés sont toujours contents, on leur donne du fric pour qu'ils continuent. Ils vont pas continuer, là. Hein? Non? Tu crois? Il va y avoir un problème technique. Ah! Alors, raconte-nous le problème technique. Bon, on s'est beaucoup réjoui, là, avec tout ce qui vient d'être dit. C'est le moment de passer aux choses un petit peu plus arides. Je vais rentrer dans les choses techniques, pas drôles. Vraiment, je m'en excuse d'avance. Donc le 15 janvier, la BNS abandonne le lien avec, arrête de défendre la parité franc-suisse-euro. Dans les 6/10 de seconde qui suivent, vous avez par exemple un fonds d'investissement qui s'appelle Everest, qui revendiquait 830 millions de dollars d'actifs. Ces 830 millions se sont volatilisés en 6/10 de seconde. Ça, c'est pour les pertes qu'ils avouent, mais on ne sait pas derrière quel était vraiment leur levier sur leur short franc-suisse et long sur toutes les autres devises. Des Everest, il y en a d'autres. Hein. Celui-là, on le connaît parce que l'Everest, là, on a pas de la connerie. Mais on en a certainement beaucoup d'autres qui, à plus ou moins grande échelle, ont appliqué exactement la même stratégie de short franc-suisse, long, autre devise. Il y a un énorme short mondial planétaire qui est le short yen, achat, toute autre devise. C'est ce qu'on appelle ce fameux carry trade. Alors, tant qu'on est dans une perspective d'abondance anticipée d'argent, c'est ce à quoi servait l'annonce de la BCE, annoncée 1140 de 2000, tant qu'on est dans une perspective où on peut toujours accroître la position, c'est un peu comme en vélo, hein, il faut toujours accélérer sinon on tombe, eh bien ça fonctionne tant que sur les marchés il y a une contrepartie. C'est-à-dire que on est parti il y a quelques années avec des leviers de 100 sur le Forex, on est monté à 200 sur le Forex, puis 500 sur le Forex, maintenant il y a même des brokers qui paraît-il vont jusqu'à 1000, et puis le jour où on se prend une tôle avec un levier 500 ou 1000, vous voyez un petit peu les dégâts. Alors qu'est-ce que vont faire les banquiers qui sponsorisent des hedge funds spécialisés justement dans ces stratégies de short d'une devise pour acheter une autre? Ben, ça va être de réduire le levier. Au lieu de faire 500, on fera plus de 250. Au lieu de faire 100, on fera plus de 50 sur les produits de taux. Au lieu de faire 20, on fera plus de 10, etc. Sauf que toutes les positions qui ont été prises jusqu'à présent, ces positions spéculatives, elles ont été sur la base d'une théorie de liquidité du marché où tous les opérateurs étaient dans un accroissement perpétuel des leviers. Si vous réduisez les leviers, vous êtes obligé de revoir tous vos calculs. Bah oui, puisque votre risque, il est lié au fait que vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir si en face de vous, il y a de la liquidité. Si, réglementairement, les intervenants, les intermédiaires réduisent le levier, bah, votre porte de sortie, elle se rétrécit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bah, quand on est un peu trop gros, et bah, il faut un peu maigrir. Donc, si tout le monde commence à réduire ses positions, et que tout le monde le fait en même temps, imaginez ce que ça peut donner. Donc ça, c'est un de mes signes noirs. Le deuxième signe noir, c'est, il est lui alors noir, c'est le pétrole. L'année dernière, à 105 $ le baril de moyenne, vous aviez un recyclage de pétrodollars
qui se situe à peu près à hauteur, je crois, de 4 ou 5% du PIB mondial. Pour vous dire la masse de pétrodollars à recycler. Aujourd'hui, vous avez un pétrole qui est à 44 $. Aujourd'hui, il sera peut-être à 40, comme le pense Goldman Sachs, d'ici quoi, un mois. Donc cette année, vous allez avoir une diminution de la masse de pétrodollars à recycler absolument phénoménale. Deux conséquences. Moins de pétrodollars, donc moins de dollars, un dollar plus rare, donc un dollar plus cher mécaniquement. Deuxième problème, les États-Unis se refinancent justement parce que ces pétrodollars sont là pour racheter, ils sont là pour se replacer dans les bons du Trésor américain. Ces bons du Trésor, c'est le refinancement des États-Unis, c'est ce qui paye leur fin de mois. Si vous avez moins de pétrodollars, comment les Américains se refinancent-ils? Il n'y a qu'une solution, c'est de rendre eh bien, les petits bons plus attractifs, effectivement, en relevant les taux. C'est la Fed. Et donc, Olivier, comme la biologie. Olivier ne sera pas d'accord avec moi. On est iconoclaste, donc on a un petit peu chacun notre vision. Olivier pense que la Fed ne peut pas monter ses taux, sinon tout explose. Moi, je pense qu'elle ne peut pas non plus donner le goût d'investir dans des petits bons, parce que sinon, il n'y a plus de refinancement du Trésor américain. Mais en fait, que ce soit ma version ou celle d'Olivier, de toute façon, on va dire que la conclusion, elle n'est pas très rigolote. Moi, je m'arrête là, et j'ai vu des mains qui se levaient dans le public, donc c'est peut-être le moment de faire un petit peu... Je voulais juste faire un tout petit dernier point, qui rejoint ce qu'a fait la BNS et ce qu'on dit aujourd'hui de la baisse de l'euro. Je pense qu'on se trompe, et qu'on se trompe lourdement sur les modèles économiques. Pourquoi? Quand la BNS a relevé, a fait baisser le franc suisse par rapport à l'euro et l'a payé à 1,20, c'était dans le but, paraît-il en tout cas déclaré, d'augmenter les chances pour les exportateurs et d'augmenter leurs bénéfices. Parce qu'avec un franc suisse moins cher, ils allaient exporter comme des fous. Il faut quand même se rendre compte, et ça c'est exactement la même chose que sur l'euro, où aujourd'hui on vous dit la baisse de l'euro c'est génial, ça va relancer l'économie européenne. D'abord, je vous rappelle que la mondialisation a fait que justement beaucoup d'exportateurs sont allés s'installer dans les pays dans lesquels ils vendent. Donc de toute façon, la monnaie n'a aucun intérêt, enfin la baisse de la monnaie n'a aucun intérêt dans ce cas-là. La deuxième chose, c'est que les exportations européennes, pour la plupart des grands pays exportateurs, sont à 70% dans l'Europe. Donc on se fout complètement du cours de l'euro. D'accord? En revanche, pour les importations, nos importations, ça on les paye beaucoup plus cher pour eux. Et la Suisse, c'est la même chose. C'est-à-dire que la Suisse, c'est un modèle économique qui vend cher des produits de luxe. On se fout complètement du prix du franc suisse. C'est pas intéressant. Qu'un Chinois veuille faire baisser sa monnaie, je comprends. Il vous vend des cochonneries, il ne va pas vous les vendre cher, en plus. Donc, évidemment que le cours du change a un intérêt. Quand vous avez une économie qui est basée sur un autre modèle, qui est basée sur un modèle de vendre des choses à plus forte valeur ajoutée, etc., vous n'en avez rien à faire, du coup. Ça va intéresser qui? Ça va intéresser des gens qui fabriquent exclusivement en France et qui vendent à l'étranger. Il n'y en a plus beaucoup. Vraiment, il n'y en a plus beaucoup. Parce que les seuls qui restent encore en France sont des hommes de Néandertal. Enfin, aujourd'hui, moi j'en vois tous les jours défiler dans mon bureau, je peux vous dire qu'ils veulent qu'on leur indique la sortie plutôt que l'entrée. Donc aujourd'hui, tous les talents, tous les chefs d'entreprise se barrent. Donc on peut se dire que pour eux, ça ne va pas poser un problème, le cours de l'euro.
Donc c'est vraiment une question de modèle. Les Allemands ont toujours eu la monnaie la plus forte du monde. Ça ne les a jamais empêchés d'exporter. Jamais. Alors arrêtons de se prendre la tête avec les histoires de change. D'ailleurs, un Américain bien connu avait dit le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème. Eh bien, continuons comme ça. C'est l'euro est notre monnaie pour encore quelques temps, mais peu de temps a priori, vu le rythme que prend les choses depuis le début de l'année. Bientôt on parlera de l'euro au passé, probablement. Mais en attendant, l'euro, ça ne doit pas être un problème et ça ne doit pas être l'objectif d'une politique économique. C'était assez fascinant de voir les gens qui disaient, qui faisaient semblant de s'étonner que ça n'ait pas eu d'effet économique. Ça ne pouvait pas en avoir. C'était de l'argent banque centrale qui n'est pas le même argent que celui que vous utilisez tous les jours. C'est de l'argent banque centrale qui est donné à des banques parce que à ce moment-là, les banques ne se prêtaient plus entre elles. Le marché interbancaire avait collapsé et on était dans une situation où les banques ne se prêtaient plus entre elles parce qu'elles se méfiaient les unes des autres. Elles ont bien raison d'ailleurs. Bon, donc qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, M. Draghi a injecté par l'intermédiaire de la Banque centrale, de l'argent banque centrale, qui ne pouvait pas donc aller directement dans l'économie, et c'était pas fait pour ça, c'était juste une histoire de liquidité. Voilà, donc il ne faut pas se tromper, on avait, et ça c'est mondial en ce moment, on cherche à régler un problème de dette en utilisant des moyens pour augmenter la liquidité, ce qui est idiot. Parce que ça augmente les dettes en même temps. Ça assurait notre survie, parce que si la Banque centrale ne lançait pas les LTO, étant donné que les banques centrales de chaque pays, puisqu'en fait vous savez que l'euro est une sorte de monnaie composite gérée par chaque banque centrale, hein, les banques commerciales avaient comme impératif d'acheter la dette à la place de la BCE, puisque l'Allemagne lui interdisant de le faire, la Bundesbank ne voulant pas devenir le créancier en dernier ressort de l'Europe, donc il a été convenu que chaque banque centrale irait chercher l'argent nécessaire auprès des banques commerciales qui, elles, au contraire, pouvaient se financer sans limite auprès de la BCE. Open bar, vous connaissez tous donc le principe. La BCE a simplement fait refinancer indirectement les États au travers des banques commerciales à qui elles pouvaient fournir de l'argent no limite. On est toujours un peu dans ce système aujourd'hui, sauf que la Banque centrale, en annonçant le quantitative easing, dit à ceux qui ont joué le jeu, eh ben les mecs, ça y est, maintenant, c'est pour vous l'heure de la récompense, je vais tout vous racheter au plus haut. Je pense qu'on va avoir des problèmes, et je pense qu'il y a d'autres questions dans la salle, et je vais faire circuler. C'est une remarque. En fait, je me souviens qu'en 2008, on parlait de crise de liquidité, alors qu'on était dans une crise de solvabilité. Seulement, ça me semble beaucoup moins glamour de dire ça que de dire solvabilité. Oui, et puis je vous dis, on a réglé un problème de dette en rajoutant de la dette, donc ce qui est déjà ma fin au départ, mais et on continue. Je voulais dire que c'est un problème au départ, un problème aussi d'oser affirmer la chose. On est dans un problème de solvabilité. Oui, tout à fait. Et donc on le camoufle donc de la oui. Regardez ce qu'on vous dit sur la Grèce aujourd'hui. On vous dit, oh, mais de toute façon, il suffit d'étaler un peu, et puis ils ne rembourseront jamais, mais on aura étalé, comme ça on ne sera pas obligé de prendre la peau tout de suite. Ça fait dans 3-4 ans, il n'avait déjà plus remboursé, vous savez. Non, mais on 80%, sait, on sait qu'ils ne rembourseront jamais. C'est plié depuis le début. Donc, ils sont déjà en faillite depuis quelques années. Oui, ils sont déjà en faillite. Leur droit, ils ont été gelés, de toute façon, il valait 0, 1 ou 2% plus à bout à tout ça, mais ça ne valait rien du tout, puisque ils pouvaient plus emprunter légalement. De toute façon, le problème est insoluble. La dette de la Grèce représente 180% du PIB. Bon. Et en gros, le coût moyen de la dette grecque doit tourner entre 5 et 6. Et donc,
180, 6%. Il faut qu'ils en fassent de la croissance hein, pour payer tout ça. Donc c'est cuit, mais comme dans beaucoup de pays, prenez le Japon, la dette ne sera jamais remboursée, jamais. Bon, vous avez d'autres pays comme ça, donc on le sait. Simplement, on fait semblant de ne pas le savoir, c'est tout. Parce que comme ça fait moins peur. Alors, je viens d'afficher ce graphique, je dis tiens, Apple, décidément, ils veulent rebondir sur les résultats qui viennent d'être publiés. En fait, non, Apple, c'est le symbole de quelque chose qui aussi contribue largement au fait que les dettes ne seront jamais remboursées. Les dettes, elles sont payées évidemment par les recettes fiscales. Or, vous avez là l'entreprise au monde qui fait le plus de bénéfices et qui paye le moins d'impôts. Comment Apple arrive à ces niveaux de rentabilité 40% de marge, 18 milliards de bénéfices trimestriels. Bah, il n'y a pas de secret. Vous prenez une boîte française comme Arcos, il y a par exemple 20 ans, vous lui donnez, on va dire, quelques bons ingénieurs, vous mettez quelqu'un de charismatique à sa tête, un Xavier Niel, ou quelqu'un qui connaît une grande popularité auprès des marchés, ce qui signifie qu'il trouvera des financements sans problème, et vous trouvez une combine pour ne pas payer d'impôts sur vos premiers appareils, puis sur vos 100 000 premiers, puis sur votre millionième appareil, vous ne payez toujours pas d'impôts. Arrivé au milliardième appareil vendu équipé de iOS, eh bien aujourd'hui, ce milliardième appareil vendu l'a été avec un taux d'imposition mondial qui doit tourner autour de 1,5%. Donc quand vous avez l'entreprise la plus riche du monde, qui est aussi celle qui paye le moins d'impôts, et que tous les autres rêvent de faire exactement la même chose, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter et autres. Vous avez vu ce reportage sur Canal qui est passé avant-hier soir, où maintenant, quand on arrive avec un gros salaire dans les beaux quartiers de San Francisco, eh ben on dit, c'est simple, ou vous me faites une ristourne sur les impôts locaux, ou je vais m'installer quelque part en plus grande banlieue, où je redescends au sud vers Sunnyvale, etc. Et donc je ne serai plus dans le quartier, et je ne dépenserai plus mon argent. Et donc c'est où je suis le plus riche du quartier et je ne paye pas d'impôts, ou je me casse. Donc Apple, aujourd'hui, vous le savez, c'est le PIB de votre voisine, hein, la Hollande. C'est exactement 1,5 fois le PIB de la Belgique. Voilà ce que c'est que Apple. Et la trésorerie d'Apple, c'est grosso modo 2/3 de la dette grecque. Mais pourquoi est-ce qu'Apple a ce trésor? Simplement parce que ce trésor n'est soumis à l'impôt nulle part sur la planète. Mais Apple n'est pas le seul à faire de l'optimisation fiscale, c'est peut-être le seul quand même à le faire à une telle échelle. Mais si on continue également comme ça à optimiser la fiscalité des entreprises les plus riches, il est clair que la dette ne sera jamais remboursée parce que les États n'auront plus aucun moyen, ni les uns ni les autres. Donc, il faut non seulement effectivement revoir un petit peu certaines façons de fonctionner des banques centrales qui ont une approche complètement mécaniste, néo-monétariste des choses, mais il faut aussi que les entreprises aient un comportement citoyen. Or, une multinationale, justement par définition, n'est la citoyenne aujourd'hui d'aucun pays. Et c'est d'ailleurs pourquoi Google et d'autres entreprises rêvent d'installer au large, dans les eaux hors des eaux territoriales, des villes flottantes qui seront reliées à la Terre par hélicoptère, par tout ce que vous voulez, où les salariés iront travailler avec, évidemment, 0 impôt. Donc ils produiront de la richesse et ne devront plus d'impôt nulle part, pas plus de salariés que l'entreprise. Donc de toute façon, notre système, il est pris, on va dire, en ciseaux par l'évasion fiscale et d'autre part par des taux maintenant qui deviennent négatifs, ce qui signifie que notre épargne, votre épargne, elle devient coûteuse. C'est-à-dire que pour se constituer une retraite, si on continue au rythme actuel, les taux allemands seront négatifs à 10 ans
à l'horizon de la fin du premier semestre 2015, et les OAT auront probablement atteint, les OAT ce sont nos dettes françaises, nos OAT, auront également atteint le niveau 0 à la fin de l'année. Donc on ne peut plus se constituer de retraite, ou si on le constitue, on va perdre de l'argent. Ce qui est extraordinaire, parce que quand on est citoyen, on se retrouve avec des salaires qui ne progressent pas, une épargne qui ne rapporte rien, et l'entreprise dans laquelle je travaille ne paye plus ses impôts dans le pays où je travaille, donc il n'y a plus de recettes fiscales nulle part. Donc, pas de salaire, pas de rendement pour l'épargne, et pas de recettes fiscales. Si on ne va pas dans le mur avec ça, je ne sais pas exactement comment s'en tirer. Tout ça sont des constats, quelles sont vos solutions? Alors les solutions, c'est la première remarque que je donnerais, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, vous connaissez tous la blague du type qui jette par la fenêtre du 40e étage et quand il passe devant le 3e, on lui demande si ça va, il dit oui, jusqu'à maintenant ça va. Sauf que 3 étages plus bas, il n'est pas bien. Et moi, quand on me demande ce qu'il faut faire, j'ai toujours l'impression que je suis le gars qui passe devant le 3e étage. C'est-à-dire que déjà, il ne fallait pas sauter. Ça aurait été bien de ne pas sauter. Ça aurait évité beaucoup de problèmes. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. D'abord, arrêter cette espèce d'hystérie, d'impression de monnaie en pensant que ça va régler les problèmes. Vous avez une deuxième chose qu'il faudra faire, je pense, dans un avenir proche, c'est de modifier complètement le système monétaire international. Parce que... Excusez-moi, mais ça, ils font jamais. Non, mais je sais bien, mais alors, vous me demandez ce qu'il faut faire. Vous ne me demandez pas ce qu'ils vont faire. Ils ne feront rien, rassurez-vous. Voilà. Donc, excusez-moi, mais je suis tellement rassuré que je voudrais vous demander à titre personnel ce que vous faites pour vous protéger de cette... Mais ça, on en reparlera. Mais on en reparlera. Là, aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, et ce qu'ils devraient faire, arrêter les effets de levier dans les banques, séparer les banques, refaire un Glass-Steagall Act, changer de système monétaire et arrêter toute cette folie de dette. Mais oui, non, mais je sais qu'ils ne le feront pas. Ne me demandez pas ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas président de la République non plus, donc je ne suis pas aux manettes. À titre personnel, qu'est-ce que vous faites? Comment arrêter les dettes? Ah mais à titre personnel, je peux vous dire, d'abord, je ne détiens plus d'actifs qui sont dans des bulles, donc les actions, beaucoup d'obligations, donc tout ça, j'ai viré de mes portefeuilles depuis un bon moment. L'immobilier? Et l'immobilier, malheureusement, dans mon cas, je ne peux pas, parce que j'ai 2 cousins crétins qui sont dans le capital de ma SCI et qui ne veulent pas en entendre parler. Mais sinon, croyez-moi, ça fait longtemps que je serais parti. Et vous devez absolument diversifier vos devises et quitter les banques qui sont des organismes d'escrocs. Pur et dur. Non, c'est des brokers. Non, les BNP, les Sociétés Générales, les Crédits Agricoles, etc., quand on voit leur effet de levier, c'est juste des escrocs ou des fous. Mais de toute façon, pour vous, ça revient au même. D'accord? Donc, attention à ça, parce qu'un de ces jours, ça va faire très mal. Et diversifier vos devises. Aujourd'hui, vous faites un pari fou. Vous êtes très probablement tous à 100% sur une seule et même devise qui est l'euro. La plupart. Hein? La plupart ont 100% de leur patrimoine sur une seule et même devise qui est l'euro. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à coller votre tête sur un bio que l'euro va garder toute sa valeur et que l'euro n'éclatera pas? Non. Bon. Et bien donc, diversifier. Je peux juste ajouter une chose. Les solutions, pardon, je fais partie des éconoclastes, Benjamin Louvet, je parlerai sur le pétrole après, mais je voulais juste évoquer
quelque chose pour les solutions. Les solutions, on les connaît. Il y a une personne qui les a livrées, et une personne bien placée, donc on ne peut pas dire que c'est des paroles en l'air. C'est Olivier Blanchard, le chef économiste du FMI. Il a dit qu'il n'y a que 3 solutions pour la situation dans laquelle on est. Il n'y en a que 3 économiques. Si on nommait la croissance, hein, bon, là, vous aurez compris, on s'est dit on a fait ça dans une salle où il n'y a pas de fenêtre, ça limite les dégâts. La croissance, c'est pas pour tout de suite. Les 3 solutions, c'est l'inflation, mais l'inflation, on l'a bien vu avec les queues, ça ne se décrète pas, et puis en plus les matières premières n'arrêtent pas de baisser, ça génère un courant de désinflation qui est difficile à combattre. La deuxième solution, c'est la restructuration de dette, qui est la solution à laquelle on ne peut pas venir. On a en plus un gros problème, c'est que la société économique dans laquelle on vit a beaucoup changé, et depuis les années 50, on a créé notamment 2 choses, ce sont les systèmes sociaux et les systèmes de retraite. Les systèmes sociaux et les systèmes de retraite sont chargés d'obligations d'État. Donc si on fait une restructuration de dette, tous les systèmes sociaux explosent. Donc c'est pas une solution en soi. Et la troisième solution, la seule qui me reste, c'est la spoliation des épargnants. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Blanchard, chef économiste du FMI, qui a dit ça dans 2 rapports, un qui a été publié en décembre 2013 et un qui a été publié en mars 2014. Et sa conclusion, c'est qu'on arriverait à un mix de ces 3 solutions d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a peut-être une autre solution qui est en train de se décider, c'est que l'année dernière, on a voté en Europe, et Michel Barnier s'en est félicité, une loi qui permet le bail-in des banques. C'est-à-dire le fait que des banques, si elles font faillite, puissent se servir sur le compte des clients. Et si les banques font faillite, l'État pourra dire, c'est pas de ma faute, c'est les banques. Vos banques étaient mal gérées, elles ont perdu votre argent, et donc aujourd'hui vous devez cotiser. Et c'est peut-être la solution malheureusement vers laquelle on va. Alors je vous rassure, la décision a été votée, mais elle sera applicable que le 1er janvier 2016. Donc ça nous laisse un peu de temps. Non mais ceci dit, il n'y a pas de Blanchard. Il y a 2 ans, M. Draghi, et j'ai été très étonné que personne ne fasse ne le reprenne et ne fasse un bond quand il a dit ça. Il l'a dit très, très clairement. Il a dit, une fois qu'on aura fini de tondre le contribuable, on passera à l'épargne. Donc il l'a dit, il faut juste l'écouter. Voilà, donc vous savez à quelle sauce vous allez être mangé. Alors, la question, qu'est-ce qu'on fait de l'argent si cet argent a un rendement négatif? Effectivement, on ne va pas le placer sur quelque chose qui coûte. Donc, c'est l'accumulation de bifetons sous l'oreiller, sous le matelas, ce qui n'est pas très très constructif, mais qui est une solution qui coûte moins finalement que de perdre de l'argent à coup sûr sur un placement obligataire, et qui expose moins évidemment qu'à acheter un marché à 20 ou 22 fois les bénéfices, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis, sur le S&P 500, avec, on peut le voir par-ci par-là, d'un seul coup, des titres qui perdent 15, 20, 25% de leur valeur en quelques minutes sur une annonce qui déplaît. Alors, moi personnellement, j'ai diversifié déjà il y a de nombreuses années mes maigres économies. Je suis assez amateur de jolies pierres précieuses. Et donc, je me suis constitué une petite collection de pierres certifiées, où j'ai un petit peu tout l'arc-en-ciel maintenant. Comment? C'est quoi ton adresse? Non, c'est sécurisé, je vous rassure, chez moi, il y a de bonnes bouteilles, mais il n'y a pas de... La bonne serrure. Voilà. Donc j'ai un petit peu tout l'arc-en-ciel, ça va du violet améthyste jusqu'au jaune safran, en passant par le transparent, etc. Et selon les estimations qui portent sur des pierres qui, elles, font l'objet d'une cotation en permanence, qu'on peut très très bien lire au travers des ventes aux enchères, les pierres que j'ai achetées il y a 5 ans, je fais en moyenne 40% dessus. Pierres précieuses. Sur le diamant, je vous donne un ordre d'idée, en l'espace de 2 ans, sur la qualité DEF, Flawless ou VSI, toutes petites inclusions, détectables uniquement au microscope,
on est sur des progressions d'environ 20%. Et à Anvers, il n'y a plus de grosses pierres, c'est-à-dire du 10 carats et plus. Tout a été acheté par les Américains, dont on sait qu'il s'agit souvent de nouvelles fortunes de la Silicon Valley. Donc ces gens-là, moi je suis un petit peu ce que font les ultra-riches, et ils ont littéralement raflé tout ce qui existe sur le marché en très grosses pierres de grande qualité. Les Chinois font la même chose. Autre instrument de diversification qui est quand même pas très original, mais quand on était tombé quand même assez bas en 2007 sur l'or, qu'il n'y avait pratiquement plus de primes lorsqu'il y a eu un dégonflement de toutes les bulles à l'automne 2008, je m'étais placé effectivement sur l'or et l'argent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de potentiel sur l'argent que sur l'or, tout simplement parce qu'on est capable d'estimer encore à 30 ou 40 ans quelles seront les quantités extraites chaque année d'or. Je pense que ça sera toujours aux alentours de 2500 tonnes. Or, les rendements de l'argent, eux, vont baisser très fortement parce que tout l'argent récupérable, tous les gisements sont connus. Et là, on est actuellement sur un épuisement. En plus de ça, l'argent est souvent détruit pour des raisons, pour cause d'usage industriel. Donc on ne va pas pouvoir recycler tout l'argent qu'on a extrait, alors que l'or, on en perd très très peu. Qu'est-ce qui est détruit de l'or? Globalement, environ 5%. Donc il reste 95%. L'argent, lui, est détruit et on en extraira de moins en moins. Donc je pense qu'aujourd'hui, le métal sur lequel il y a le plus de potentiel, je dis pas seulement de rattrapage par rapport à l'or, mais d'appréciation par rapport à toute devise, puisque toutes les devises aujourd'hui sont détruites de façon active et libérées par les banques centrales. Donc il faut effectivement privilégier, je pense, des métaux précieux. Je crois qu'aujourd'hui, les prévisions de Goldman Sachs, c'est merveilleux, c'est une merveilleuse occasion de se placer quand l'on s'est retombé vers 1180, à l'époque où, en plus ça, l'euro était fort contre le dollar, et sur l'argent, je pense que le débordement des 20 $ l'once donnera le coup d'envoi d'une belle hausse. Donc ça peut être effectivement un instrument de diversification. J'abonde dans le sens d'Olivier, diversifier aussi votre portefeuille de devises. Vous avez des pays qui ne font pas de QE, et vous avez des pays qui ne sont pas endettés. Vous le rappelez. Norvège. Donc utilisez ces devises-là. Vous pouvez aussi utiliser le dollar. Le dollar, même s'il a fait l'objet de QE, le dollar, c'est la monnaie de refuge par excellence. On l'a bien vu là ces derniers temps. Je vous rappelle que le dollar est remonté fortement contre l'euro. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Quand les gens ont peur, ils se mettent sur le dollar. Vous avez des obligations aujourd'hui américaines à 10 ans, à 30 ans, qui vous rapportent quelque chose. Il ne faut pas l'oublier. En plus de ce que vous gagnez par rapport à l'euro. Donc, mais la question que vous devez avoir en tête en permanence, et ça, on le voit malheureusement beaucoup, c'est attention à la liquidité de ce que vous achetez. Quand vous vous placez sur quelque chose, vous devez pouvoir le vendre en une demi-seconde. Parce que sinon, vous allez rester dessus et pendant un bon moment. Stéphane, une question là-dessus. Oui, j'avais une question. Personnellement, depuis très longtemps, je suis la crise depuis 2007. Vous avez très bien expliqué comment les banques centrales dans le monde dirigent notre vie. Ils influencent, en tout cas aux États-Unis, ils ont influencé les subprimes, la vente d'immeubles à n'importe quel prix. Et ce que je me demande toujours, j'aurais bien voulu avoir une réponse, c'est qu'il y a des banques centrales qui sont privées. La banque des banques centrales à Berne, c'est pas à Berne. La BRI. La BRI. Banque des règlements internationaux. Comment est-il possible qu'il y ait des banques centrales qui sont en des mains privées et qui puissent diriger les pays et influencer les économies et tout ce qui s'y passe? Les États-Unis, un certain Noël de 1913,
a vu se réunir quelques puissants banquiers et sénateurs et députés américains dans une petite île. Et entre soi, on a décidé que l'État, qui avait fait beaucoup de bêtises avec l'argent, notamment en 1908, il y avait eu un crack, et on s'était dit, pour pas que ça recommence, il faut confier l'argent à des gens qui savent le manier. Et c'est passé à 2 ou 3 fois près au Congrès, mais la privatisation de la Banque centrale, la privatisation de la monnaie, elle a été votée le plus démocratiquement du monde, c'est-à-dire que les États-Unis ont confié la planche à billets, ont confié en fait les clés de la banque à un cartel de banquiers privés, je crois que c'était 12 ou 13, un petit peu comme au repas de la Seine, mais c'était tous des Judas. Voilà. Oui, bon, c'était une question. Bonsoir. Attendez, juste une question, monsieur. Oui, une question. Monsieur parlait d'avoir en pierres précieuses et je voulais savoir s'il y avait un moindre risque de mettre ça, s'il y avait le moindre risque de mettre ça dans un coffre de banque, justement. Est-ce que l'accès est garanti? Oui, par la loi? quand on a effectivement une collection de... Alors, je veux dire, idéalement, moi, j'achète pas de pierres en dessous de 1 quart à 5. Mais j'achète pas non plus, parce que je n'ai pas les moyens, des pierres au-dessus de 4 carats, parce qu'il y a une véritable frontière. Quand on passe les 4 carats et c'est du très haut de gamme, pierre non chauffée, flawless, c'est-à-dire sans défaut, etc., on va taper très vite dans les 10 000 € le carat. Voilà. Je parlais de les conserver dans un coffre en banque. Il faut évidemment les conserver dans un coffre en banque. Il demande l'accès est garanti. En cas de faillite de la banque. Oui, enfin en France, en tout cas, je ne peux pas me prononcer pour tous les pays, mais en France, on est bien propriétaire du contenu de son coffre, donc ça reste un espace privé. Je voulais d'ailleurs, je vous une toute petite parenthèse, pour ceux qui auraient peur de se faire chipper leur argent, de le faire confisquer en cas de bail-out, ou chyprioté. Un beau week-end, d'un seul coup, on vous annonce que 10 ou 15% de votre épargne a disparu. Alors, j'étais sur BFM la semaine dernière avec le créateur des passes Navigo, qui est un informaticien et aussi un concepteur brillant, et qui a aussi mis au point le fameux porte-monnaie nickel. On le retrouve dans les tabacs, etc. On peut y mettre de l'argent, et cet argent n'est pas la propriété de la banque. Comme vous savez, quand on met de l'argent, quand on fait virer son salaire sur une banque, qu'on se fait régler la facture d'un fournisseur, etc., l'argent qui arrive en banque, cette banque considère que c'est une créance qu'on lui fait. Si d'un seul coup la banque est faillite, votre créance, elle est recouvrable, vous êtes évidemment pas senior en tant que créancier, donc vous ne pouvez pas l'argent. Donc, par exemple, ce porte-monnaie nickel, personne ne peut mettre la main dessus. Voilà. Donc, je pense qu'il serait prudent, même si c'est pour mettre 10, 20 000 € dessus, il serait prudent quand même d'avoir un peu d'argent sur ce porte-monnaie nickel, dans ce... Donc, comment je vais appeler ça, dans cet environnement qui n'est pas bancaire. Nickel ne fait pas de crédit, nickel évidemment ne permet pas d'avoir un découvert, mais nickel ne permet pas à qui que ce soit de venir prendre l'argent qu'il y a dessus. Donc ça, je vous dis ça, c'est juste, allez, afin de se préserver. J'ai une petite question pour toi. Merci, bonsoir. Moi j'ai une petite question en fait sur les banques du Trésor américain. Donc vous avez évoqué la Chine, le Japon, dont on sait qu'ils sont les premiers détenteurs de cette dette. En fait, la Belgique, depuis quelques années, depuis 2011, a vu sa détention de dette augmenter de manière faramineuse. Entre 2000 et 2010, la Belgique détenait en moyenne 15 à 20 milliards de bons du Trésor. Aujourd'hui, on en est à 330 000 milliards de bons du Trésor. Alors, ça a fait parler un petit peu l'an passé dans les médias, mais bon, il y a eu une polémique. Moi, je voudrais savoir avoir votre analyse sur le sujet et voir quels étaient les risques pour notre petit pays. Alors, j'ai effectivement... Attends, dernier truc. La prochaine question sera réservée à quelqu'un de moins de 25 ans. Qui a moins de 25 ans?
C'est bon, tu peux y aller, Philippe. Donc oui, effectivement, dans ce coup, on se demande pourquoi la Belgique se serait tombée follement amoureuse, addicte des bons du trésor américain. Bon, c'est simplement qu'à un moment, la Belgique a décidé de diversifier, de rééquilibrer, d'aligner son taux de détention de bons du trésor sur celle de ses pays voisins, et la Belgique était en retard, et là on a assisté à un mouvement, on va dire, de rééquilibrage. Mais c'est vrai que je pense que le balancier est allé au-delà effectivement du taux de détention moyen. Bon, peut-être qu'il y avait aussi des raisons stratégiques, parce que peut-être la Belgique à un moment avait besoin qu'on lui fasse confiance de l'autre côté de l'Atlantique. La Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant de nombreux mois, et pourtant tout s'est très très bien passé. Les financiers n'ont pas douté. Or, ces financiers, il faut quand même le savoir, ils sont quand même à la City ou ils sont à Wall Street. Donc, un petit signe de bonne volonté de la Belgique, ça a certainement dû mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Une autre question. Bonjour Olivier Deschamps. C'était pour vous dire, déjà je vous regarde tous les lundis, enfin je regarde tous les lundis sur BFM, pas en différé parce que la journée je suis à l'école, mais je voudrais vous demander, parce que vous êtes totalement contre la ligne krugmanienne, QE à volonté, et quelle serait pour vous la banque centrale idéale? Ce serait la banque centrale comme le disait Hayek, c'est-à-dire presque pas de banque centrale, ou est-ce qu'il faudrait plus avoir une banque centrale contrôlée comme la Bouba, avec un Whiteman beaucoup plus conservateur qui fait pas grand-chose? Est-ce que la banque centrale doit quand même avoir le pouvoir de baisser, d'augmenter les taux, ou est-ce qu'elle ne peut rien faire? Non, tant qu'elle se limitait à régler une politique monétaire dite conventionnelle, c'est-à-dire de monter les taux de façon contracyclique et de les descendre, j'avais rien contre les banques centrales. Là où j'ai quelque chose contre les banques centrales, c'est quand elles se mettent à émettre de la monnaie de façon délirante, comme elle le fait. Comme elle l'a fait aux États-Unis et au Japon, quand elle se met à acheter des actions, comme au Japon, quand elle se met à acheter toute la dette japonaise, puisqu'il n'y a plus personne pour le faire, là j'ai quelque chose contre la Banque centrale. Mais sinon, tant qu'elle régulait les choses, et tant qu'elle n'était pas, ça je pense que c'est important, tant qu'elle n'était pas une assurance tout risque. Parce que c'est ce qui s'est passé en 98, notamment, quand M. Greenspan a sauvé les fesses des banques par rapport à l'explosion de LTCM. Ça a donné un sentiment d'impunité totale aux banques qui se sont dit, bah, finalement, on peut tout faire, on peut aller très très loin, on peut perdre beaucoup d'argent, mais il y a Papa Greenspan avec son chéquier qui viendra nous sauver si jamais il y a un problème. Et déjà, quand vous donnez une assurance à quelqu'un de raisonnable, ça peut encore passer, mais là, quand vous donnez une assurance à des gens qui ne sont pas raisonnables et qui n'ont que pour objectif de gagner beaucoup d'argent le plus vite possible, là, ça devient n'importe quoi. Voilà. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut dater la dérive des banques. Et donc, je pense que c'est pas leur rôle, c'est pas le rôle d'un banquier central. Comme ça n'est pas le rôle d'un banquier central, je vous dis d'acheter des actions, en aucun cas. Mais ils le font tous. Vous regardiez le bilan de la BNS, hein, ils avaient 16% d'actions. Qu'est-ce qu'ils fichaient avec ça? On ne sait pas. Bon. Mais ils en avaient. La banque israélienne, c'est pareil, la Fed, très probablement aussi par l'intermédiaire de contrats futurs, etc. etc. Donc, c'est pas le rôle d'une banque centrale et en aucun cas le rôle d'une banque centrale. Donc, voilà. Je ne sais pas quelle est la banque centrale idéale. La banque centrale idéale, c'est peut-être celle qui en fait le moins. Et pas celle qui, de façon désordonnée et complètement irresponsable, intervient dans tous les cas de figure.
Je pense qu'il faudrait quand même que on passe la main. J'ai une dernière question d'un moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Voilà, c'est une question beaucoup plus technique sur la diversification de devises. Donc voilà, vous disiez qu'il y a des pays qui ne font pas de pneus, comme Norvège, Suède, ou New-York et Singapour. Mais est-ce qu'on peut inclure aussi des pays qui ont un bon taux de métaux, de possession d'or, hormis la France, l'Italie, etc., comme voilà, des pays comme la Suisse, la Russie ou la Chine. Voilà. Je rappelle que le yuan n'est toujours pas convertible, même s'ils ont fait des accords de swap avec beaucoup de banques. Aujourd'hui, ça n'est pas convertible. Donc pour un particulier, je vous conseille de vous méfier. Moi, je serais tenté d'aller dans votre... Voilà, mais pour les autres pays qui ont... voilà. Justement, je vais répondre. Ah, voilà, super. Voilà, pour ça que j'ai pris le micro, j'avais peut-être un truc à vous dire. On est actuellement peut-être pas loin des planchers qui concernent la matière première. Ça va certainement vous être expliqué très bien et mieux que je ne pourrais le faire. Les pays producteurs de matières premières, que ce soit des métaux industriels, que ce soit des métaux précieux, que ce soit du pétrole, du gaz, aujourd'hui ils sont vraiment en bas de l'étiage en termes de recettes et voilà. La valeur de leur sous-sol peut, à mon avis, difficilement aller plus bas qu'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est effectivement le moment d'acheter les devises de pays qui ne font pas de QE, qui ont quelque chose dans leur sous-sol, qui ont de la ressource, Canada, Australie, Norvège, la Russie, le rouble, je pense qu'à très court terme, on peut encore se faire peur. À 10 ans, c'est certainement un déplacement à oser, véritablement oser. Et moi, pour en terminer un petit peu avec, on a bien taillé un short au bord central, si ce qui est montré sur le schéma, si au moins ça s'était vraiment matérialisé, on pourrait encore dire, ils ont eu l'excuse de devoir faire quelque chose qui profite à tous, ça n'a pas marché, mais au moins tout le monde a eu sa chance. Là, malheureusement, on voit que le QE il a été fait pour les copains, ça a été fait pour les 1% les plus riches. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut accepter dans la théorie du ruissellement. Ça, c'est la fameuse théorie du ruissellement, où jamais rien ne ruisselle. Une théorie qui aujourd'hui ne fait que ruisseler l'hypocrisie.